Bonjour à tous. Le 24 mai, chaque année, c'est la journée de prière pour la Chine, journée qui a été instituée par Benoît XVI, signe que le dossier chinois est une priorité du pape, signe d'espoir également pour la minorité catholique chinoise, divisée depuis plus de 50 ans entre une église officielle et une église clandestine, même si les frontières sont de plus en plus floues, car ces derniers mois, il y a beaucoup de mouvements sur le front de la liberté religieuse en Chine. Le gouvernement communiste serait-il prêt à normaliser sa politique avec l'église et le Saint-Siège, un gouvernement qui souffle le chaud et le froid, alors que la Chine se souvient de Matteo Ricci, ce jésuite italien mort il y a 400 ans, considéré comme l'un des pères fondateurs de la Chine moderne. Bref, il y a beaucoup d'éléments à décrypter. Pour nous accompagner, Dorian Malovic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service Asie au quotidien La Croix. Alors depuis 20 ans maintenant, on parle d'un réveil de la foi en Chine. Est-ce que ce qu'on appelle le réveil de la foi chinois est lié à ce formidable développement économique? Alors, quand vous dites 20 ans, 20 ans, c'est plutôt la réouverture des libertés, de pratiques, de foi, de croyances, qui étaient jusque-là interdites. Donc, on a reconstruit ce qui avait été détruit pendant la période maoïste. Je dirais que depuis 10 ans, là, on peut parler d'un réveil des religions, d'un réveil des foi, d'un réveil du spirituel, suite à cette formidable croissance économique dont on ne peut pas nier l'évidence, c'était une avancée économique extraordinaire, dont la société paye le prix tout de même sur le plan, je dirais, de la vie quotidienne, je veux dire de la pollution, de la démographie, de la difficulté quand même de s'en sortir. Et l'argent étant devenu le centre, je veux dire, le centre des préoccupations des gens, c'est-à-dire, ce que me disait quelqu'un il y a 15 jours quand j'étais en Chine, il me disait, voilà, on a passé plus de 10-15 ans à gagner de l'argent, maintenant on va passer notre temps à le dépenser. Alors, cet argent s'est substitué au vide idéologique qui s'est suivi après la mort de Mao, donc là il y a un vide idéologique fabuleux, et on est, je veux dire, la population, je veux dire, les gens sont en recherche de quelque chose d'autre, même si les croyances ou les religions ne concernent finalement qu'à peu près une moitié de la population chinoise, ce qui est déjà effectivement énorme au prorata forcément. Ceci étant, on assiste vraiment à un réveil, que ce soit chez les catholiques, il y a un raffermissement et une augmentation légère. Les protestants, là, c'est une fièvre protestante inouïe. Le bouddhisme, c'est aussi un accroissement énorme ces dernières années de la pratique, de la reconstruction de temples. Je veux dire, il y a vraiment un engagement des temples et des moines bouddhistes dans la société, et dans une moindre mesure, bon, le taoïsme et l'islam. Donc des religions en général. Oui, oui. Les catholiques chinois, eux, représentent une minorité en Chine. Il y a quand même entre 8 et 12 millions de catholiques dans le pays. Pas évident d'avoir un chiffre précis, car les catholiques sont divisés entre ce qu'on appelle, entre guillemets, une église officielle, indépendante de Rome, contrôlée par Pékin, et une église clandestine, fidèle au pape et à Rome. Comment vit cette église dite clandestine? Exemple à travers l'extrait de ce documentaire. On est dans un séminaire clandestin chinois. On regarde. Comme tout ce qui se passe dans l'église clandestine, la formation doit se faire en secret. Ces jeunes gens vont à l'université, comme des milliers d'autres étudiants. Mais ce que leurs camarades ne savent pas, c'est qu'ils mènent une double vie. Ils font partie de l'église clandestine, où ils reçoivent une formation pour devenir prêtres. Avant d'aller à l'université, nous avions le désir d'évangéliser les étudiants. Mais nous avons pensé que si nous voulions rester longtemps à l'université, il nous fallait être prudents pour ne pas risquer d'être découverts. Maintenant, notre objectif prioritaire est de terminer nos études, car ensuite, nous serons plus libres pour évangéliser. Pour éviter d'être découverts, les étudiants se divisent en petits groupes et se retrouvent dans des appartements mis à leur disposition par des familles catholiques. Comparés à leur séminaire, ces endroits sont luxueux, mais la routine quotidienne reste la même. La journée commence à 4 heures du matin. Cuisine, ménage, y compris les études et les prières. La plus belle pièce a été convertie en chapelle.
indécelable aux yeux des non-avertis, une boîte à liqueurs joliment décorée contient les hosties. Parfois, nous sommes découverts et nous devons changer de maison. C'est pourquoi nous avons été dans beaucoup d'endroits différents. Quand j'étais séminariste, nous avons changé 3 fois d'endroit. À chaque fois, nous nous déplacions secrètement en pleine nuit. Parfois, des séminaristes de l'Église patriotique viennent nous rejoindre. Nous devons être très prudents, car il peut s'agir d'espions. Voilà, ça c'est un extrait d'un documentaire de l'AED sur l'Église en Chine. Dorian, comment vous réagissez aux images qu'on a vues? C'est une réalité, c'est passionnant de voir que, encore aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est toujours très difficile, c'est d'évaluer la proportion de ces catholiques vraiment, vraiment clandestins, comme ceux qu'on vient de voir. Parce qu'il y en a qui fréquentent un peu les deux. Alors voilà, c'est ça l'ambiguïté, la complexité de la situation. Vous avez vraiment des souterrains comme eux qui alors sont totalement, je veux dire, invisibles, comme on dit. Ils sont en prière, en formation, en études et aussi en paroisse clandestine. Là, c'est difficile de savoir combien ils sont. Vous avez aussi, dans certains endroits, ils sont si nombreux qu'ils sont clandestins visibles. C'est-à-dire que clandestins ou souterrains visibles ou non officiels visibles. Et les catholiques officiels de la même ville les connaissent, on se connaît, mais on est chacun de son côté. Dans une église particulière, l'évêque officiel va céder son église régulièrement aux souterrains pour célébrer. Donc ils n'ont plus rien de vraiment souterrain, sauf qu'ils ne sont pas affiliés, ils ne signent pas leur entrée dans l'église officielle. Alors là, vous avez, dans l'espace chinois qui est énorme, vous avez une diversité assez grande avec quelques provinces, comme le Hebei, Fujian, le Zhejiang, où c'est beaucoup plus fort. Vous avez terre d'évangélisation historique, donc vous avez des villages entiers qui restent fidèles à Rome, quoi qu'il arrive, qui le sont restés, même avec Mao. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'idée du pape, de Benoît XVI, par exemple, même de Jean-Paul II auparavant, c'est de réunifier. On dit diviser, alors ils sont divisés, mais finalement, ils défendent la même chose, ils ont la même foi. Après, les circonstances ont fait que les chemins ont divergé. Là, l'idée, c'est d'essayer de réunifier cette Église. Et là, il y a quelques problèmes. À ce propos, d'ailleurs, je vous propose d'entendre un prêtre catholique de l'Église dite officielle. Il évoque l'histoire de l'Église en Chine. Écoutez, c'est très étonnant. Les étrangers, missionnaires, étaient très sensibles à la question de l'athéisme philosophique du Parti communiste. Ce n'est pas l'Église catholique de Chine qui a rejeté le pape, mais le Saint-Siège qui a rejeté l'Église catholique chinoise. Voilà, les choses sont claires. Hein. Oui, c'est le discours officiel. Voilà. Qu'il faut absolument dépasser. Vous allez entendre quelqu'un comme ça, il va vous dire ça. Devant le micro, devant la caméra, c'est en fonction de sa responsabilité politique. Il est membre de l'association patriotique, c'est-à-dire la structure politique liée au gouvernement qui est l'interface entre les croyants, les prêtres, les évêques et le gouvernement. Donc il a ce rôle d'intermédiaire. Il doit vraiment imposer et donner les directives officielles. Derrière ça, vous avez, encore une fois, tout un éventail de possibilités. Une fois qu'il a donné son discours officiel, bon, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. Après, hors micro, on discute sur les variantes, et il sera aussi relativement d'accord, mais ceci dit, il ne le dira pas ouvertement. Et après, dans la pratique, vous avez encore toute une marge. C'est là où nous, occidentaux, il faut que nous dépassions les slogans, les discours, les grandes envolées lyriques, politiques, gouvernementales, pas seulement dans le religieux d'ailleurs, dans d'autres secteurs, pour aller voir ce qui se passe réellement. Il faut dépasser ces clivages de l'église clandestine et de l'église officielle. C'est important. D'abord, même si de part et d'autre, il y a du vrai et du faux et du vrai et du faux. C'est-à-dire on ne peut pas jeter
tout le discours officiel, on ne peut pas jeter tout le discours souterrain. Il y a dans les deux discours des choses qui sont solides et qui se tiennent. Alors il y a un homme qui a cristallisé ces tensions pendant longtemps, vous le connaissez bien, cet homme, Monseigneur Ligne Luxian, je ne sais pas si je prononce bien. Vous lui avez consacré un livre, Le Pape jaune, soldat de Dieu en Chine communiste, c'est chez Perrin. Cet homme, il a aujourd'hui 94 ans et vous l'avez rencontré encore récemment. Mais je l'ai revu il y a 15 jours, il est très protégé, je dirais. On l'a considéré longtemps comme un traître. Mais si vous voulez, il incarne, alors je dirais à merveille, les contradictions et les complexités de l'histoire catholique récente, c'est-à-dire depuis les années 50, avec un homme qui, au début du siècle dernier, a été élevé chez les jésuites étrangers, je dirais français notamment, à Shanghai, est parti faire ses études en Europe. Les communistes arrivent, il rentre là-bas, il est arrêté, mais au fil des ans, il y a une métamorphose qui se fait. Il devient évêque officiel. Il ressort dans les années 70, il devient évêque officiel, la suspicion pèse sur lui à partir de ce moment-là, c'est-à-dire, s'il ressort, aux yeux de l'extérieur, il est forcément suspect d'être en liaison avec le parti, donc il ne faut pas lui parler. Et puis progressivement, l'extérieur occidental réalise que les choses ne sont pas si simples et que si on veut faire avancer les choses et reconstruire, il faut, comme dit le pape jaune, Monseigneur Tin, dit « j'ai coopéré ». J'emploie pas le mot collaborer parce que chez nous c'est une connotation négative, mais là, il a coopéré en sachant les concessions qu'il devait faire afin d'obtenir des autorisations, de l'argent pour reconstruire des églises, reconstruire un séminaire, reformer les jeunes, refaire ce qui avait été détruit. Il est révélateur de cette situation Absolument. grise. Ça, et il a été pendant longtemps, il n'a pas été reconnu par Rome. Il ne l'a pas souhaité, se disant très très stratégiquement, il s'est dit si je suis reconnu par Rome, je n'aurai plus autant de marge de manœuvre sur place. On va me contrôler tout le temps. Et il sera suspecté du côté de Shanghai, mais au fil des temps, il a été reconnu par Rome. Et aujourd'hui, on a un diocèse de Shanghai qui est flamboyant. On va rester dans ce diocèse puisque les choses sont de moins en moins stéréotypées. On reste à Shanghai où un évêque auxiliaire, Monseigneur Joseph Xing, a été ordonné évêque auxiliaire en 2005 avec l'accord du Saint-Siège. On va voir cet évêque en image dans quelques instants. Il est lui également reconnu par Pékin, à la fois par le Vatican et par Pékin. Donc ça, c'est bien signe que les choses avancent. Comme quoi, avant que vous lanciez le sujet, comme quoi on est aussi dans des complexités, c'est-à-dire le précédent prêtre tout à l'heure disait oui c'est la faute du Vatican, etc. Bon, ceci dit, la réalité c'est qu'il y a des discussions, il y a des négociations, il y a des messagers. Il y a 20 ans c'était compliqué, il y avait moins de possibilités de voyager ou de correspondre ou de communiquer avec l'extérieur, mais aujourd'hui vous avez Internet, les téléphones, les mails, etc. et vous pouvez aller sur place. Et les discussions se font. Alors il y a des dérapages. En l'an 2000, il y a eu des consécrations illicites. En 2006, il y a eu des consécrations illicites de 3 évêques qui n'étaient pas reconnus par Rome. Et puis vous en avez eu ces 3 derniers mois. Vous avez 3 évêques qui ont été à nouveau consacrés. Et le Parce qu'on avait l'impression que les choses avaient avancé, puis on a l'impression qu'il y a un recul. Comment on analyse ce chaud-froid des autorités chinoises ? Mais écoutez, en fait, il y a eu des avancées sur... finalement, on arrive à se mettre d'accord sur une personnalité, sur un diocèse. C'est-à-dire, voilà, on propose plusieurs noms, on discute, Pékin dit oui, Rome dit oui aussi, et puis ça se fait. Donc c'est totalement... c'est totalement, je dirais, parallèle. Donc, encore une fois, derrière les discours officiels. Le discours officiel, c'est autonomie de l'Église, pas d'ingérence de pouvoir extérieur. C'est le problème du Vatican parce que c'est un État, le Saint-Siège. Et ça, c'est les Chinois, ils n'aiment pas qu'on s'ingère dans leurs affaires. C'est ça le problème vis-à-vis des... Le Vatican qui, lui, a rappelé, alors on est dans les communiqués, dans les postures, qui a publié un communiqué récemment rappelant aux évêques chinois d'éviter les gestes qui pourraient aller contre la communion avec le Saint-Père, gestes tels que la concélébration avec des évêques donc illégitimes, l'ordination épiscopale, sans mandat donc pontifical, et à la participation de réunions comme la prochaine Assemblée nationale des représentants catholiques. Ça, c'est une clarification du Vatican. On peut dire, pour certains, ça sera une clarification, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus nettement exprimé et précisément expliqué que dans la lettre de Benoît XVI aux catholiques chinois de mai 2007.
déjà là, il clarifie un certain nombre de choses. Mais déjà, c'est un premier pas. Probablement que ça n'a pas été suffisamment, je dirais, disséqué ou interprété un peu partout de la bonne manière. Et visiblement, la commission Chine au Vatican, qui maintenant se réunit depuis 2008, 2009, 2010, remet sur le devant de la scène un certain nombre de sujets et de points sur lesquels les prêtres, les évêques, les croyants, les fidèles et la société civile et le politique chinois doivent se positionner par rapport à ces nouvelles directives. Et effectivement, il a voulu clarifier qu'il y a en tant qu'évêque chinois des attitudes incompatibles avec leurs responsabilités aux yeux du Vatican, comme vous l'avez dit, participer à des ordinations illicites, participer à des réunions de l'association patriotique. D'ailleurs, on entend une réunion importante. Alors cette réunion... La prochaine Assemblée nationale des représentants catholiques, c'est une réunion qui a lieu tous les 10 ans. Et encore, parce qu'elle devait déjà se tenir l'année dernière. Je pense que le gouvernement chinois, clairement, a repoussé toutes ces échéances. Il y avait quand même... Alors, il y a eu des retards dans un certain nombre de dossiers. Il y a eu les Jeux Olympiques. Donc, il fallait pas... Enfin, je veux dire, c'était secondaire, on n'avait pas s'occuper de ça. Il y a eu les 60 ans de la République populaire de Chine. Là, il y a la Shanghai Expo, etc. Mais là, maintenant, on s'est remis, je dirais, sur des rails un petit peu plus convivial avec ces dernières ordinations, ces 3 derniers mois, de 3 évêques, avec l'accord de Rome et l'accord de Pékin, et des évêques reconnus par Rome qui ont concélébré. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, bon, alors, évidemment, il y a c'est en dents de scie. C'est en dents de scie parce que la politique et les priorités chinoises sont aussi en dents de scie. Faut que nous arrivions à interpréter le pourquoi du comment. Mais cette réunion des catholiques, des représentants de l'Assemblée nationale des catholiques, elle est repoussée depuis l'année dernière et on craignait beaucoup qu'elle doit choisir un nouveau président de l'association patriotique des catholiques chinois, c'est-à-dire vraiment la structure politique, et elle doit choisir aussi un nouveau responsable de la conférence épiscopale. C'est pas rien. Donc, ils allaient se réunir s'il y avait consensus et s'il y avait quelque chose soit qui allait déplaire au Vatican, c'était pas forcément le but du jeu, où il y a un accord entre le Vatican et Pékin. Et là, visiblement, il y a les forces en présence, beaucoup plus radicales, qui veulent affirmer encore plus fort leur indépendance. À Rome, on est prudent, on dit aux évêques, on dit il y a des limites à ne pas dépasser. Et pour les souterrains, il y a aussi eu des messages clairement exprimé dans les lettres de Benoît XVI, dans la lettre de Benoît XVI et dans les rapports de la commission Chine au Vatican, en disant mais la réconciliation est souhaitable, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est à chacun de voir sa situation locale. Alors il y a un homme il est toujours intéressant d'écouter car il n'a pas la langue dans sa poche. Il s'appelle le cardinal Zen, qu'on va voir également en image dans quelques instants. Notre objectif doit être son élimination pure et simple. Il parle là de l'association patriotique des catholiques chinois. Il s'exprimait récemment. Ça ne me surprend pas, le cardinal Zen. Je me permets de dire, je le connais très bien, j'ai fait un livre avec lui également. J'ai titré Un homme en colère. Il ne cesse d'être un homme en colère par rapport aux injustices et aux inégalités religieuses et à la liberté de religion en Chine. Et là, pour lui, la seule reconstruction véritable d'une Église en Chine, c'est l'élimination de cette structure politique qui empêche d'avoir une conférence épiscopale qui soit maîtresse chez elle et qui gère l'Église comme c'est le cas ailleurs. Alors il parle plus librement aussi parce qu'il est à Hong Kong, qui n'a pas toujours été chinois. Évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand même, cardinal Zen, il est né à Shanghai, comme notre ami Pape John, et lui, il est parti à Hong Kong. Donc forcément, c'est une autre voie qui a été choisie. Il a été en Italie, il est salésien, il a une ouverture sur les 2 mondes et les 2 cultures. Il a été enseignant dans les séminaires officiels et clandestins pendant des années, cardinal Zen, avant d'être persona non grata, parce qu'effectivement, ses critiques étaient assez... Il voyage encore beaucoup, on le voit au Vatican, il était encore au Portugal pour le voyage de Benoît XVI. C'est une voie qui irrite certains, qui voudraient une réconciliation totale, rapide. Il y a une tendance, il y a une tendance au Vatican, il y a une partie des responsables qui voudraient, en gros, quoi qu'il arrive, renouons le lien diplomatique. Parce que les relations diplomatiques sont interrompues depuis plus de 50 ans. Voilà, depuis plus de 50 ans. Renouons, et nous allons régler les problèmes après. Cardinal Zen, il est dans cette sensibilité de dire ne cédons jamais rien avant,
réglons les problèmes avant et renouons après. Et puis pour finir sur le dossier diplomatique, début mars, le Saint-Siège a nommé en toute discrétion son nouveau représentant officieux en Chine, un prélat croate, Ante Josic. Comment a réagi Pékin? Est-ce que c'est quelque chose d'important ou... C'est important, c'est important. Je veux dire, officieusement, c'est un nonce. Qui officiellement un ambassadeur donc. Voilà, mais qui est enregistré aux Philippines, pour que ce soit acceptable, mais qui est à Hong Kong. Et il est, là encore, l'interface, il est l'intermédiaire. Il reçoit beaucoup d'informations. Il est aussi l'intermédiaire dans les nominations, les noms qui sont suggérés, ça passe par lui. Il est nouveau, donc là, il va devoir se plonger dans les affaires. Mais c'est un rôle important. Et on le laisse. Notons tout de même qu'à Hong Kong, les Chinois avaient promis une liberté dans un certain nombre de secteurs et que jusqu'à présent, ils ont respecté leurs paroles. Comme un symbole, on célèbre également en ce moment le 4e centenaire de la mort du jésuite italien Matteo Ricci. Le Vatican propose d'ailleurs à Rome une exposition sur cet évangélisateur de la Chine. On en voit quelques images. Matteo Ricci fut l'un des premiers missionnaires italiens à pénétrer dans l'Empire du Milieu. C'était en 1583. Ce jésuite est le premier sinologue occidental. Et les Chinois le connaissent bien mieux que Marco Polo. Il est lui-même plus connu d'ailleurs en Chine qu'en Europe. Il est même considéré comme l'un des pères fondateurs de la Chine moderne. C'est pas rien, Dorian. Pour les Chinois, il est d'abord considéré comme un scientifique et comme un passeur de culture. Et les Chinois le considèrent comme un Chinois, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que vraiment, c'est leur Matteo Ricci. C'est une appropriation d'un homme qui s'est mis dans la culture chinoise totalement et qui a donné les moyens aux Chinois de comprendre l'Occident en apportant la géographie, la cartographie, les mathématiques, l'astronomie. Tout ça était vraiment important à l'époque et reconnu. Il était reconnu surtout pour ça, aux yeux des Chinois. Et de l'autre côté, lui a découvert aussi cette immense culture, cette ancienne culture chinoise, la littérature, l'écriture, la pensée, les sensibilités spirituelles, le bouddhisme, le confucianisme, etc. Et pour les Chinois, c'est un passeur, ce n'est pas un colonialiste, ce n'est pas un impérialiste, il n'a jamais voulu s'arroger des droits qu'il ne devait pas avoir, et il est très connu, Limato, on l'appelle en Chine, et si vous dites Limato, il y a des fresques de lui. Le sage de l'Occident. C'est ça, et il est chinois, pour eux, il est vraiment chinois. Il est d'ailleurs enterré en Chine. Ah, il est à Pékin, il y a sa tombe à Pékin. À 2 pas de la cité interdite. Pas loin, enfin, je veux dire, il est... Et il y a toujours l'observatoire qui a été rénové, des jésuites. On voit des images de cartes notamment. Voilà, tout à fait. Il a fait un grand travail sur ce travail de cartes, même pour l'Occident. Et il faut dire qu'il y a une exposition itinérante qui a commencé à Pékin. Vous voyez, ce sont les instruments scientifiques. C'est pour ça. Et il est à Pékin, une exposition. Il y a une formidable exposition à Shanghai qui est en ce moment sur Matteo Ricci avec des œuvres italiennes, avec des œuvres chinoises pour montrer les deux facettes. Et la semaine dernière a été dévoilé en première mondiale le premier dictionnaire Ricci français-chinois numérisé. C'est-à-dire qu'on a le grand Ricci français-chinois en 7 volumes, de 40 kilos à 700 €, et on l'a maintenant en DVD, accessible à 20 grammes pour 120 €. C'est un travail phénoménal. Je dirais, en soi, technologiquement, c'est une réussite, mais qu'elle soit délivrée mondialement pour la première fois au Grand Musée de Shanghai en Chine, en l'honneur d'un mandarin chinois que Matteo Ricci avait connu à Shanghai, sur les lieux même de la cathédrale catholique aujourd'hui, c'était Xu Guangxi, c'était le mandarin qui s'était converti. Et je veux dire, là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'avancées sur le sujet. D'ailleurs, à l'occasion de cet anniversaire, le Vatican a laissé entendre que le procès en béatification de ce père jésuite, Matteo Ricci, abandonné depuis plusieurs années, pourrait reprendre rapidement. Ah, écoutez, ça, à mon avis, ça relève du symbole, mais ce serait aussi quelque chose. Alors là, ça doit être discuté pas mal dans les coulisses, parce que les Chinois n'accepteraient pas. Finalement, ils ont du mal à accepter que Matteo Ricci soit récupéré par les Occidentaux dans une optique religieuse. Pourtant, il a évangélisé la Chine. En fait, pas vraiment. Lui-même disait, le temps, c'est-à-dire pendant qu'il était là-bas, le temps n'est pas au semail pour le moment, le temps est à l'immersion, et je laisse
à mes héritiers à semer et à récolter. Donc il était celui qui préparait un terrain. Un modèle encore valide aujourd'hui, c'est ce que disait encore récemment Benoît XVI. Ah oui, absolument. Et à quand la béatification d'un Chinois? Est-ce qu'on en parle? Écoutez, à ma connaissance... ça pourrait être tout un symbole aussi. Oui, mais alors là, vous aviez déjà eu le cardinal Kongping Mei de Shanghai, qui avait été nommé cardinal in petto par Jean-Paul II, mais je ne crois pas que nous soyons encore sur cette voie-là. Sur cette voie-là. Non. Merci Dorian Molovic. Je rappelle que vous êtes responsable Asie au service Asie du quotidien La Croix, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine et l'Asie en général. Le dernier, La Chine sur le divan, c'est une série d'entretiens avec le Lacan chinois. Le Lacan chinois, le premier psychanalyste chinois lacanien, et dont les Chinois ont bien besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, les déséquilibrés mentaux qui ont tué des écoliers sortis d'école, c'est le genre de phénomène qui reflète les bouleversements de la société chinoise devant lesquels le gouvernement ne sait pas trop quoi faire et qui montre qu'on a besoin évidemment de cette discipline de psychologie et de psychanalyse. Et puis enfin, dernier conseil de lecture, Le Dragon dans le brouillard de Christophe Albert. C'est un livre un peu plus léger, mais très drôle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers ces églises du monde.